avez vu M. Draghi, là, vous avez croisé? Non, ils organisent très bien les choses de manière à ce qu'on ne se croise pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que nous n'avons aucun contentieux avec lui, sinon que lui n'a été élu par personne, tandis que nous, si. Et comment s'est passée la rencontre avec M. Hollande? Il nous l'a dit. Comment s'est passée la rencontre? François Hollande va faire les présentations. On aurait pu. Comment s'est passée cette rencontre alors avec le président? Bien, je crois. Affable, courtois. Bon, évidemment, il est dans une logique qui n'est pas la nôtre, puisque nous sommes pour une 6e République, donc là, on est en train de discuter du énième replâtrage de la 5e République. On a commencé par lui faire remarquer que ça serait la 21e fois qu'on la changerait. Au cours des 10 dernières années, ça fait une moyenne de pratiquement un changement par an. Et on ne demande jamais l'avis du peuple français. Donc notre position, on dit c'est peut-être le moment maintenant de faire un grand toilettage public avec une constituante. Bon, c'était pas le sujet aujourd'hui, autant dire les choses comme elles sont. Cependant, on a quand même fait remarquer que ça aurait été bien que la mission de Lionel Jospin lui épargne à lui, chef de l'État, le défilé de tout le monde pour venir discuter avec lui. On aurait pu très bien faire ça dans la commission, comme ça a été fait pour d'autres thèmes, des auditions publiques, télédiffusées. Bon, comme ça, c'est un excitant civique. Les gens suivent, s'intéressent, il y a des rebondissements, bref. Et les propositions peuvent être développées d'une manière plus intéressante que les 4 mots qu'on va pouvoir vous dire là, ou la demi-heure d'entretien qu'on a eu avec le chef de l'État. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Alors, bon, il faut discuter dans le cadre qui nous est proposé. Évidemment, on a donné des idées. Moi, je vais m'en tenir juste à une, c'est la question de... Alors, sur la présidentialisation du régime... Martine a fait des remarques sur la construction qui est proposée par Lionel. Peut-être que tu pourrais les refaire. C'est-à-dire que l'analyse qu'on fait du rapport, c'est que finalement il ressort 3 éléments: présidentialisation, bipartisme et le fait de favoriser ceux qui ont de l'argent. Quand on regarde sur ce qui est proposé pour la modification de la candidature au présidentiel, bon, le système des 150 000 signatures sur 50 départements, évidemment, défavorise les petites formations politiques. On a fait le calcul, par exemple, pour Eva Joly, ça voudrait dire que 20% de ces électeurs auraient dû rendre public quelle candidate ils allaient soutenir. Et le fait de vouloir supprimer la possibilité des partis de faire des prêts aux candidats, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus que ceux qui ont un patrimoine personnel, qui vont pouvoir être candidats à la présidentielle. Donc pour nous, ça va exactement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour démocratiser au contraire le système, même si on ne va pas jusqu'à la 6e République. Sans oublier cette trouvaille de coin de table là, qui est de dire les gens, sous prétexte de mieux rembourser, alors au passage, on dit vous serez remboursé proportionnellement à vos résultats. Donc alors là, c'est pire que tout. Ça veut dire que les grands partis ou les premiers partis reçoivent beaucoup plus que tous les autres. Là, tu avais fait le calcul pour moi, avec 11% des voix et 4 millions de suffrages, ça me donnait un remboursement qui était un tiers inférieur à celui qu'ont connu les deux autres, ceux qui étaient devant moi. Sur l'atmosphère, vous avez ce matin dans Libération estimé que François Hollande était aussi aveugle que Louis XVI. Aveuglé. Oui, c'est une formule, c'est pas forcément celle que j'aurais aimé qu'on retienne, surtout avant d'aller lui rendre visite, on en a plaisanté ensemble. Oui, je crois qu'il y a une atmosphère générale qui touche toute la superstructure politique d'aveuglement. Aveuglement politique, vous voyez de quoi on est en train de parler, du replâtrage de la 5e République qui n'en peut plus, c'est quand même une forme d'aveuglement. Et puis aussi d'aveuglement économique, mais c'est un autre sujet, c'était pas le sujet ce matin. Alors je voudrais quand même terminer sur les propositions qu'on a fait, parce que c'est pas contenté de critiquer, on a fait des propositions, en particulier sur le mode de scrutin. Qu'on se comprenne bien, c'est le rapport Jospin qui propose d'introduire de la proportionnelle, d'accord ? Donc on ne veut plus entendre parler de l'argument d'après lequel le Front National serait un problème. J'ajoute que si on continue à maintenir le scrutin majoritaire à 2 tours, c'est là que le Front National va commencer à être un problème, si c'est la condition pour la droite pour avoir des élus. Par conséquent, on oublie cet argument qui n'en a jamais été un. Si le Front National est dangereux pour la République, il n'y a qu'à l'interdire. S'il n'est pas dangereux pour la République, c'est un parti extrême, mais c'est un parti comme les autres, alors on arrête d'en prendre le prétexte pour limiter la proportionnelle. Une fois ce point posé, regardons la situation. On nous propose d'avoir des élus de 2 manières différentes dans la même assemblée. Non,
on peut avoir la stabilité et la proportionnelle intégrale ou presque. Comment ? Avec le mode de scrutin que les socialistes ont déjà adopté une fois dans leur histoire, ainsi que les communistes, la proportionnelle départementale, celle qui a été installée en 1986. Il y avait un seuil et il y avait une prime qui était donnée à ceux qui se rassemblent. La preuve, il n'y a pas eu d'instabilité gouvernementale après l'élection de 86. En plus, c'est l'opposition qui l'a gagnée. Mais de la faute de la gauche, elle avait qu'à se rassembler. Donc, il existe un système simple, concret. Si le président de la République a peur que néanmoins ça crée du désordre, il peut mettre un deuxième cliquet. C'est-à-dire faire comme en Allemagne, il est interdit de renverser un gouvernement tant qu'il n'y a pas une alliance alternative pour constituer une majorité parlementaire. Donc, qu'on ne vienne pas dire que la proportionnelle, c'est que instiller, comme ils disent. Alors on n'en finit plus de doser l'instillation. Lui avait proposé 20% dans la campagne, entre-temps c'est devenu 10%, on ne sait pas pourquoi ça a réduit au lavage comme ça, en cours de route. Non, prenons un problème, abordons le problème avec une règle simple. On fait la proportionnelle et on se garantit la stabilité gouvernementale par le fait qu'on prend le modèle de 86 et qu'on peut mettre un deuxième cliquet, on ne renverse pas un gouvernement tant qu'il n'y a pas une majorité parlementaire alternative. Donc vous voyez, c'est simple et concret. Monsieur Mélenchon, vous êtes le Robespierre de la 5e République. Bah déjà ça colle pas ensemble. Les Robespierre c'est quand il y a des révolutions. Donc nous verrons le moment venu. Est-ce que vous avez déposé votre CV pour Matignon? Vous voulez votre offre de service? Non, j'ai pas eu l'occasion. Sinon amicalement et avec le sourire en sortant. Oui, bah bien sûr. Je peux pas être le représentant de la gauche que je suis sans dire que je suis prêt à gouverner. Voilà. Bon, il y a deux manières d'aller gouverner. Soit on fait bagage accompagné et on avale tout. Soit bon, on se propose pour être aux manettes, pour organiser, avec la cohérence d'une politique. Ça, c'est normal. Est-ce que vous regrettez une partie des mots que vous avez pu avoir sur François Hollande? Je ne comprends pas la question. Vous pensez que la vie est une sorte de grand purgatoire où l'on s'interroge quel mot, de quoi parlez-vous? Dites-moi des mots en particulier. Quand vous parlez de l'ISS, quand vous avez parlé du pédalo ou des 100 jours pour presque rien, est-ce que vous maintenez tout ça? À chaque fois, c'est dans un contexte et le mot plaisant et piquant illustre une situation. Le pédalo est venu en début de campagne présidentielle et ainsi de suite. Mais c'est étrange que l'on me demande à moi sans cesse de rendre des comptes sur mes mots, peut-être parce qu'ils sont très piquants et qu'on s'en souvient, tandis que des autres on oublie tout. Mais non. Les mots qui se disent entre eux, je veux dire là, franchement. Est-ce que vous leur demandez, oui, d'abord ce qu'ils se disent entre eux, puis deuxièmement, bon, eux, ils m'ont aussi aimablement et avec le sourire traité d'extraterrestres, d'hommes hors du réel, etc. Bon, ça fait partie de la vie politique, mais c'est plus ou moins drôle. Extraterrestre, ça fait rire personne. Le pédalo, ça fait rire tout le monde. Et il faut qu'il y ait de l'humour. La politique, ça peut pas être cette matière sans goût, sans saveur, sans odeur, où l'humour ne joue aucun rôle. Seule la mine catastrophée fonctionnerait, ou l'invective. Non, moi j'invective pas, je plaisante, je pique. C'est comment a terminé Louis XVI. Ah oui, ça finit toujours mal pour ceux qui s'aveuglent, ça c'est vrai, vous avez raison. Vous êtes dans la majorité parlementaire aujourd'hui ou vous êtes dans l'opposition? Ça dépend des jours, vous avez vu. Sur 25 budgets, nos parlementaires en ont adopté 5, voté contre 7 fois et se sont abstenus 13 fois. Alors je vous laisse évaluer, parce que moi c'est pas ma grille. Si je dis que nous sommes l'opposition, ça veut dire que nous ne sommes pour rien dans la victoire. Donc nous n'avons aucun droit sur elle. Non, nous avons tous les droits sur elle. Voilà pourquoi le mot nous gêne. C'est pas l'attitude qui nous gêne, c'est l'étiquette qui nous mettrait aussitôt dans le camp des perdants. Mais non, c'est nous qui avons gagné, c'est nous qui avons fait la victoire. Et je ne cesserai de le rappeler. Voilà. Mais après, on n'a aucun. Au Sénat, par exemple, c'est difficile à tenir, justement, de voter contre et pas être dans l'opposition. Non, ça ne présente pas de difficulté. Un parlementaire est là pour faire la loi. Et pas pour manifester son allégeance ou sa colère. Il fait la loi, donc le texte arrive, il regarde ce qu'il y a dedans. Si c'est conforme à son engagement, si c'est conforme à l'idée qui se fait, il vote pour. Sinon, il vote contre. Je ferais quand même un peu sortir de la mentalité monarchique de la Ve République. Il reste quand même un parlement, oui, il reste quand même des parlementaires. Et je suis le premier, des fois, à trouver que c'est beaucoup, puisque vous savez que les groupes du Front de gauche pratiquent quelque chose d'absolument nouveau dans l'histoire de la gauche. Non seulement ils sont autonomes par rapport au
partis politiques qui ont présenté des candidatures, mais chacun d'entre eux est autonome. Alors donc le parti dit ce qu'il veut et les parlementaires aussi. Donc cette grande liberté qu'il y a entre nous, à plus forte raison, fonctionne-t-elle à l'égard du gouvernement? C'est normal. Enfin, vous élisez des parlementaires pour ça, non? Pas pour qu'ils soient en rang serré comme une plantation de poireaux, là. Est-ce que être invité hier par un dites, c'est pas le sujet. Mais écoutez, ici, on nous reçoit, hein. On nous invite, on n'a rien à demander. C'est bien. Est-ce que vous avez fait passer d'autres messages au président que sur la commission Jospin aujourd'hui? Oui, à la fin, mais vraiment, nous étions convenus qu'on traiterait que du sujet, hein, la réforme des institutions, etc. Mais à la fin, quand même, on était convenus, Martine et moi, qu'on reviendrait sur le sujet de l'amnistie des syndicalistes. Parce que si vous vous souvenez, ceux qui étaient là la fois d'avant, on avait posé cette question. Et il nous a redit que lui, il n'y avait aucune objection de principe et que c'était normalement, peut-être à la conférence sociale, que cette question se traiterait. Il avait l'air un peu embarrassé que la question se pose toujours. Nous, on lui a rappelé que ça se posait pour des milliers de gens dans le pays. Voilà. Mais c'est le seul point sur lequel on est sorti du cadre. Hein. Il avait l'air d'être très attaché à ce qu'on reste dans le cadre. Sinon, on y serait encore en train de discuter. Avec quelle impression vous ressortez de cet entretien? Quelle impression du président? Nous sommes des républicains tous les deux, donc on est à l'aise quand il s'agit de discuter, de se rencontrer dans un cadre comme celui-là. Il a l'air de travailler on l'a senti comme quelqu'un qui peaufinait un projet. Hein. Oui, oui. On va voir ce qu'il aura retenu de ce qu'on a pu dire, des critiques qu'on a pu émettre, des propositions qu'on a pu faire, et voir si on retrouvera quelques-unes de nos propositions ou pas dans le projet qui viendra au débat. Mais il s'est intéressé à différents sujets qu'on a soulevés. Par exemple, le cumul des mandats. On a aussi évoqué la question du cumul dans le temps. Il a dit, vous en discutez dans votre cadre, mais puisque vous en discutez, vous pourriez aussi évoquer ça. En effet, il y a une question. Le statut des élus, des choses comme ça. On a eu le sentiment d'être dans une discussion. Et pas d'avoir été... C'est au point d'ailleurs qu'on lui a dit, mais pourquoi on n'a pas pu faire tout ça devant la commission, en déposant des documents, des propositions écrites, ça aurait été plus simple. Alors lui, il a dit, non, c'est comme ça qu'on a organisé les choses. Très bien, on va pas se plaindre, hein, ça nous donne l'occasion de vous voir et puis de le voir. Allez, on vous laisse avec M. Draghi. Rappelez-lui que la Banque Centrale Européenne ne doit pas rester indépendante et qu'il pourrait faire cesser toutes les misères de l'Europe si la Banque Centrale prêtait directement aux États. Je ne sais pas ce qu'ils vont se dire, mais moi je saurais quoi lui dire. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. C'est Mario Draghi.